Bonjour Émilie Lefebvre. Bonjour. Écoutez, je suis ravie de vous recevoir sur ce plateau. Alors, vous êtes la directrice générale de la SAPL. Donc, SAPL, c'est la Société d'application des procédés Lefebvre, votre nom. Et donc, vous êtes la 4e génération aux commandes, puisque c'est votre arrière-grand-père, qui, il y a 100 ans maintenant, c'était en 1924, a créé cette entreprise dans l'Orne. Et vous êtes toujours, d'ailleurs, au lieu même du berceau de l'entreprise initiale. Donc, bravo. Alors, écoutez, pour commencer, expliquez-nous déjà ce qu'est, on reviendra après sur votre parcours, mais c'est quoi SAPL? Parce que ça paraît un peu obscur. C'est quoi? Qu'est-ce que vous faites? Les grands chiffres, la carte d'identité. Alors, SAPL, c'est une entreprise donc, familiale avec un père, un grand-père, un arrière-grand-père qui étaient des inventeurs. Donc, d'abord dans le domaine de l'armurerie. Donc, on a toujours cette casquette-là aujourd'hui avec de l'armement, des munitions, une spécialité sur le non létal et qui s'adresse aussi bien au grand public, aux civils qu'aux forces de l'ordre. Et puis, avec les années, d'autres produits sont arrivés, des inventeurs. On voit un problème, on veut trouver une solution. Et donc, on est arrivé jusqu'au développement de matériel de maintien de l'ordre, le plus connu étant le bouclier qu'utilisent les CRS, les gendarmes mobiles, l'administration pénitentiaire, donc bouclier d'autoprotection. Donc, c'est une entreprise qui a 12 salariés pour un chiffre d'affaires, alors ça va dépendre un petit peu des années, mais entre 2,5 millions, 3,5 millions. Donc, une jolie PME dans son territoire, oui. Absolument. Très spécialisée. Et alors, justement, votre clientèle, elle n'est pas qu'en France? Non. Effectivement, elle est extrêmement variée, puisque donc, en France, on a les particuliers et les différents ministères, donc l'État. Et on travaille également à l'export avec des sociétés de sécurité privée ou, pareil, les ministères. Donc, soit ça peut être en Afrique, ça peut être au Moyen-Orient, de plus en plus en Europe. Donc, ça, on en est très content. Très bien. Bon, donc, on situe maintenant un petit peu comment fonctionne SAPL. Il y aurait beaucoup plus à en dire. On reviendra d'ailleurs sur les défis, bien sûr, que vous avez aujourd'hui et sur la façon dont ça s'est passé pour vous. Mais revenons à vous, donc au début de l'histoire, puisque c'est un portrait, donc c'est ça qui est intéressant. Au début de l'histoire, la première fois que votre père vous propose de le rejoindre dans l'entreprise, vous refusez. Alors, il est exact que vous avez à l'époque 19 ans, c'est peut-être un petit peu jeune. Et puis après, à 27 ans, donc 8 ans après, vous dites oui. Il s'est passé quoi entre-temps? Alors, entre-temps, mon rêve, moi, c'était de devenir pilote, puisque j'étais déjà pilote depuis mes 15 ans. Donc plus jeune pilote de France et d'Europe. Bravo. Et je voulais devenir pilote de chasse. Et comme tout me réussissait à ce moment-là, j'ai appris l'anglais à l'étranger, alors que j'avais une peur bleue d'y aller et que je ne parlais pas du tout un mot d'anglais. J'ai réussi à passer mon brevet, mon permis de conduire, ça fait partie des victoires quand on a 18 ans. Donc il n'y avait pas de plan B possible. Et sauf que je rate les sélections de pilote de chasse d'un petit chouïa et qui m'élimine également pour pilote d'hélico et pilote de transal. Donc là, il vous restait pilote de ligne. Il me restait pilote de ligne, mais je voulais vraiment piloter, ce qui est un peu moins le cas des pilotes de ligne, que je respecte bien évidemment. Donc là, il a fallu se remettre en question. Donc je suis repartie à l'étranger. J'étais d'abord en Afrique du Sud pendant 1 an et demi. Et donc là, je suis repartie à New York pour continuer à apprendre l'anglais, me spécialiser vraiment là-dedans. Et j'ai démarré une école de commerce là-bas. Pour autant, quand je suis revenue en France, j'avais toujours pas envie de rejoindre. Non, toujours pas. Je voulais grandir en dehors de l'ombre du puissant chef qui était mon père. Et finalement, les choses ont fait qu'à 27 ans, il nous redemande encore une fois de venir. D'y aller. Et je finis par dire oui. Là, vous y allez. Et vous m'avez dit que quand vous aviez dit oui, même si avant vous n'aviez pas envie, dès l'instant où vous avez dit oui, alors là, vous aviez profondément envie et que vous étiez engagé à 200%. C'est ça, parce que malgré tout, je m'en sentais toujours pas capable, puisque j'avais peu d'expérience professionnelle, pour ne presque pas dire pas du tout. Donc la marche était très haute. Mais effectivement, face à l'obstacle, si je décide d'y aller, j'arrête de me dire que c'est trop grand pour moi et j'y vais. C'est une bonne façon de voir les choses, bien sûr. Et alors, comment ça s'est passé le démarrage? Donc vous arrivez, vous m'avez dit que vous faisiez des cartouches quand vous étiez petite, mais ça, c'est pas suffisant. Adolescente, oui, le job d'été. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous avez trouvé? Je crois que la situation n'était pas très facile. C'était l'horreur. C'était l'horreur. J'arrive dans une entreprise en difficulté, dont j'arrive à peine à saisir les difficultés, n'y connaissant pas grand-chose. Donc il n'y a plus de R&D, il y a une guerre civile entre les salariés, la force commerciale s'est réduite. Ce n'est plus votre père qui dirigeait, il faut le dire, parce que je pense qu'il y avait quelqu'un d'autre depuis quelques années. C'est une entreprise familiale, mais je n'ai jamais travaillé avec mon père, donc effectivement j'avais un prédécesseur.
Donc l'entreprise allait mal, elle était au bord de la cessation de paiement et donc il a fallu tout reconstruire. Alors normalement on dirait un projet après l'autre ou peut-être 2 projets en même temps parce que sinon c'est trop dangereux de vouloir trop prendre d'un coup. Mais là il y avait urgence. Il y avait urgence. Le risque était majeur, c'était que l'entreprise ferme. Je serais venue pour fermer l'entreprise, qui n'était pas du tout dans l'objectif. Donc il a fallu tout reprendre. Donc j'ai commencé d'abord par l'équipe, en me séparant de certaines personnes. Donc première décision difficile à prendre, en recrutant d'autres. Donc là c'est pareil, on apprend à recruter. Ensuite il a fallu relancer le commercial. Donc comme ma formation de base c'était l'export et que en plus j'étais bilingue, etc. Je suis partie direct sur l'export pour relancer cette partie-là. Voilà, il a fallu recréer un bureau R&D, donc j'ai embauché un armurier et un dessinateur industriel. Voilà, mon équipe un peu folle, mais avec qui on a fait des choses incroyables. Donc on a plongé encore un peu plus quand je suis arrivée, mais pour remonter beaucoup plus haut derrière. D'accord. Et alors, vous me disiez, vous avez entendu Isabelle Rabier qui parlait donc des vertus de l'accompagnement dont elle avait bénéficié. Oui. Et je sais que vous aussi, vous avez eu à un moment du soutien. Et donc, ce soutien, c'était qui au pluriel, puisqu'il n'y a pas qu'une personne. Et qu'est-ce que ça vous a vraiment apporté et comment vous avez pu réagir par rapport à ça? C'est vrai qu'on me pose souvent la question, qu'est-ce que tu changerais si tu pouvais changer quelque chose? Et je dis absolument rien, si ce n'est une seule chose. C'est le fait de m'entourer plutôt que je ne l'ai fait. C'est-à-dire, je me suis entourée au début, mais pas des bonnes personnes, ce qui fait que ça a été complètement catastrophique. Donc, il faut aussi choisir les personnes qui nous entourent. Et on n'a pas besoin d'en avoir 50 000 non plus. Donc, j'ai d'abord eu mon avocat qui était là, qui m'a aidé pour tout ce qui était RH, social, parce que c'est quand même des points névralgiques. Et ensuite, j'ai eu mon entourage proche. Et enfin, ce qui a fait vraiment une grande différence, c'est j'ai changé d'expert comptable. Une femme qui m'a accompagnée. L'importance des experts comptables aussi à souligner, bien sûr. Oui, tout à fait. Et je n'arrivais pas à racheter l'entreprise parce qu'elle était en telle difficulté que les banques ne voulaient pas accompagner le projet. Les soutiens que j'avais à l'époque n'arrivaient pas à trouver de solution. Donc, ma nouvelle expert comptable du groupe Fidorg à Caen, Anita Trochon, m'a aidé à monter un plan qui était simple, propre et qui permettait vraiment d'être concret et de repartir. C'était de la simplicité dont on avait besoin. Et la personne ultime, ça a été donc un consultant en management, Jean-Pierre Guérin, donc qui a pris le problème avec moi, mais il ne m'a jamais dit ce que je devais faire. Il m'a toujours posé des questions. Il m'a aidé à mettre des mots sur ce que j'avais envie de faire et ce que je pensais que l'entreprise était capable de faire. Et après une discussion de 3 heures, il me dit là, tu viens de faire ton plan, ton business plan sur 5 ans. Donc, il fallait juste le mettre sur les rails. Donc, c'est quelqu'un qui m'a appris la méthode. Voilà, pour mettre un plan sur les rails, créer une stratégie, créer les tactiques qui vont avec, etc. C'est très napoléonien, tout ça. Mais c'est la stratégie de développement. Mais bien sûr. Et c'est ce qui change tout. Quand on sait où on va, quand on sait où on emmène notre bateau, c'est mieux que de ramer au milieu de la Méditerranée sans trop savoir quelles seront les étapes et surtout la ligne d'arrivée. Donc il faut absolument savoir où est-ce qu'on veut aller, comment on va y aller, sur combien de temps, quelles seront les étapes, etc. Donc Jean-Pierre m'a beaucoup aidé avec ça. Alors, vous aviez manifestement de grandes capacités d'apprentissage très rapides et avec une volonté marquée qui plus est. Donc aujourd'hui, vous êtes bien installé. On n'est jamais bien installé parce que tout est toujours... le siège peut être parfois un peu local. Mais aujourd'hui, si je vous demande juste en quelques mots, puisque je voudrais parler aussi de votre engagement, les défis auxquels vous êtes maintenant confrontés, c'est quoi vos enjeux? Alors, les défis, il y en a eu plusieurs parce que c'est vrai qu'on a traversé un nombre incroyable de crises et toutes plus inédites les unes que les autres. Mais maintenant, c'est d'aujourd'hui. Mais alors aujourd'hui, déjà, il faut que je continue de moderniser l'entreprise avec la digitalisation. Il faut que je la rende plus résistante aux crises qui peuvent arriver, comme la pandémie, l'Ukraine, etc. Il faut que je continue de créer des nouveaux produits. Voilà, parce qu'une entreprise qui n'innovent pas est une entreprise qui est amenée à mourir, clairement. Et pourtant, innover, ça ne se fait pas comme ça. Il faut savoir comprendre les capacités ou les compétences qui nous manquent, aller les chercher, soit en soi, par des formations, soit chez quelqu'un d'autre. Voilà, à savoir admettre qu'on a des trous dans la raquette et qu'on ne peut pas tout faire soi-même. Et vous m'avez dit également que vous avez bénéficié d'ailleurs du plan France Relance 2030, qui est un très beau plan qui permet aux entrepreneurs justement d'innover. Tout à fait. Effectivement, ça nous a permis de moderniser notre outil de production
production avec des tours numériques, puisque donc entreprise centenaire, on a des machines très très anciennes. C'est un beau musée, mais en termes de productivité, c'est pas suffisant. On est passé aussi à l'impression 3D pour pouvoir faire du prototypage, et à terme, ce qu'on veut faire, c'est de la production de pièces en série par l'imprimante 3D. Voilà, on a dû aussi investir dans un logiciel GPAO, gestion de production assistée par ordinateur, créer une gestion par code barre. Enfin, tout ça, ça paraît peu, mais ça a apporté une productivité absolument énorme, et ça a fait monter les salariés en compétences et en responsabilité. Bien sûr. Voilà. Donc vous avez trouvé la bonne solution et vous avez eu le soutien qui va bien. Ça rejoint ce que disait justement Isabelle Rabier sur le fait que dans notre pays, on a une capacité d'entreprendre, d'accompagnement qui est importante. Donc il faut veiller à ce qu'elle demeure. Bon. Absolument, ça s'entretient. Je ne vais pas continuer parce que je n'ai pas le temps, mais vous êtes également engagée puisque vous avez également lancé le réseau des femmes du MEDEF de l'Orne. Donc on aura une prochaine occasion. Oui. En tout cas, merci beaucoup pour votre énergie communicative. Merci beaucoup. Donc notre émission est terminée. C'était la dernière avant le break de l'été. Si vous avez envie de vous replonger ou de découvrir des témoignages passionnants d'entrepreneurs et de voir également en quoi l'écosystème entrepreneurial est au top en France, eh bien écoutez, vous avez 60 capsules, 60 interviews consultables en replay sur Bismart et puis bien sûr sur les plateformes de streaming. Donc je vous remercie, merci pour votre fidélité, merci pour votre attention.